Avancé. Les sociétés, toutes les sociétés humaines ont un problème de droit. C'est une bataille universelle. C'est une bataille universelle ou c'est une recherche universelle aussi. Personne n'a envie de se faire torturer. Personne n'a envie que ses amis, que ses voisins, que ses parents, disparaissent. Personne n'a envie de se présenter devant des juges qui sont, pour parler un bon français, faunés, qui sont des juges achetés, etc., où qu'on soit dans le monde. Si vous avez un vrai problème de justice, vous voulez que la justice soit forte et indépendante. Si la police vous arrête, vous voulez qu'il y ait des règles, qu'on ne puisse pas vous torturer, qu'on ne puisse pas vous tuer, etc. Puis il y a plein d'autres détails concernant les droits de l'homme. Mais il y a les choses de base qui sont vraiment universelles et pour lesquelles aucun pays ne peut donner de leçons à d'autres. Tout le monde cherche. Oui, sans vous interrompre brutalement, on peut dire que c'est des bonnes intentions. Est-ce que cela marche? Parce qu'au regard du mépris des droits, le non-respect des droits de l'homme, on a l'impression que finalement, c'est quand même des beaux discours sans réel résultat. Après tant d'années. Ça fait des années qu'on parle des droits de l'homme. Écoutez, avec une de vos consoeurs, on vient de parler du droit des femmes, juste avant vous, dans une autre entrevue, où on n'en parle pas et on laisse les choses en l'état, où on dit il n'y a pas de droit, regardez, ça ne marche pas dans tel pays, etc. Imaginons un monde qui n'aurait pas posé depuis la Deuxième Guerre mondiale la question des droits, qui aurait dit c'est une question qui ne doit pas être débattue publiquement, ça n'appartient pas à l'ère publique, ce que les gouvernements auraient fait. Qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme? C'est limiter le pouvoir de ceux qui gouvernent. Qu'il y ait des règles dans les rapports entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Alors, vous m'avez demandé ce que je fais. Je travaille dans 3 domaines. Les droits de l'homme, ça a toujours été un domaine de fond pour moi. Je travaille sur la diversité culturelle et j'écris. Très bien. Voilà. Alors donc, un humaniste convaincu, on peut le dire. Bon, si vous voulez bien, on va parler donc de votre nouveau ouvrage qui vient de sortir, Ma rencontre avec un continent. J'ai là, ma rencontre avec un continent, le continent africain. Alors, si vous voulez, on veut aller par étapes, la rencontre culturelle. Très très brièvement, je sais que vous êtes dense et pour la compréhension de ceux qui nous font l'amitié de nous regarder, de nous lire, qu'on apprenne un peu plus avec vous parce que vous êtes une lumière. Alors vous rencontrez le continent africain par la culture d'abord ou par un autre lien? Écoutez, d'abord, il n'y avait rien qui me prédisposait à avoir une relation aussi profonde, aussi intime avec les sociétés africaines, avec les Africains en général. Moi, je suis du fin fond du nord de l'Amérique, l'extrême est du continent américain, où l'Afrique est très lointaine. Et puis, bon, oui, on entendait parler de l'Afrique. Il y avait des missionnaires canadiens qui allaient en Afrique quand j'étais petit. Absolument. Mais bon, c'était très lointain. Et je me souviens, sans vous interrompre, je me souviens, nous avions, dans le cas du Cameroun, les missionnaires, les frères canadiens, nous les appelions de cette, comme ça facile. Alors, quand je suis nommé à Paris en 1986, délégué du Québec, je découvre très rapidement, dans le contexte notamment de la francophonie, qu'il n'est pas possible de faire le travail que je faisais comme représentant du Québec sans vraiment mieux connaître l'Afrique. Et je fais une grande tournée, j'ai été, je crois, dans 30 pays. À l'intérieur de 12 mois, j'étais presque en permanence en Afrique. Pour faire votre apprentissage. Et quelque chose, je fréquentais les gouvernements parce que je représentais le gouvernement, mais je demandais à rencontrer les écrivains, les cinéastes, les historiens comme moi, les oiseaux de la culture en général. Et tout de suite, j'ai compris qu'il ne fallait pas interpréter l'Afrique à partir des schémas macroéconomiques, géopolitiques, de la Banque mondiale, etc., du FMI, que ça existait, mais qu'il existait aussi la vie, qu'il y avait plein de choses extraordinaires qui se faisaient sur ce continent, beaucoup de difficultés aussi. On parlait de droits de l'homme tout à l'heure, droits de la personne tout à l'heure. Donc, j'ai littéralement, à un moment donné dans ma vie, passé d'une étape où l'Afrique était un peu abstraite, un peu lointaine, où elle est devenue familière, et je dirais quelques années après la francophonie, où j'ai passé 10 ans à fréquenter sans arrêt des Africains, l'Afrique m'était devenue inséparable.
Oui, alors donc votre approche c'est d'abord culturelle. Vous après, hein, vous commencé à voir les saveurs africaines, la culture africaine, le penser africain et après qu'est-ce qui se passe? On adhère ou on pense que bien sûr on garde sa culture mais en même temps il faut rencontrer l'autre culture. Et comment le lien se fait entre les deux? Parce que vous l'avez dit vous-même, né au Québec, dans une autre culture et un autre environnement. Et là, c'est quand même un autre environnement, une autre culture et une autre... Je veux dire, il y avait au fond des choses quelque chose qui lie l'histoire du Québec et l'histoire de l'Afrique. Nous, pendant très longtemps, jusqu'à 1960, c'est une date dans l'histoire de l'Afrique, 1960, et c'est une grande date chez nous aussi. On était dans un environnement historique dominé par un discours. Le discours c'était, vous êtes une minorité, il y a des choses qui ne vous sont pas accessibles, vous ne pourrez pas, par exemple, gérer l'économie, ça, c'est pas votre affaire, c'est pas votre talent. Et j'entendais les Africains raconter leur histoire, et je parlais avec les gens, et je voyais bien l'espèce de frein qui était mis sur les initiatives des Africains, par les anciennes puissances coloniales notamment, et quelquefois par les Africains eux-mêmes, et ça ressemblait à ce que j'avais connu. Et très souvent, dans les années 90, quand j'ai commencé à aller très régulièrement en Afrique, je disais à mes amis africains, ce que vous me dites n'est pas nouveau pour moi. Ils me disaient, ah bon, pourquoi? Je disais, moi, j'ai vécu dans un monde comme ça, et on a décidé d'en changer en 1960. On a décidé de... Je vous donne un exemple rapidement. On était les premiers producteurs d'hydroélectricité en Amérique du Nord et on était en manque d'hydroélectricité. C'est un peu comme au Nigeria quand il n'y a pas d'essence. C'était produit par les Américains pour le marché américain et on a décidé de nationaliser les compagnies d'électricité. On a décidé de se prendre en main. 85% des Québécois, ce chiffre est très important, de 13 ans et plus, n'étaient pas à l'école en 1960. On a décidé de faire une révolution de l'éducation. 10 ans après, 85% des enfants étaient à l'école. Il y en avait 15% seulement qui n'étaient pas à l'école. Donc, ce n'est pas la même histoire, mais il y avait en termes de la domination, de la volonté de sortir de la domination et de la difficulté de sortir de la domination, des choses qui étaient assez semblables. Mais, puisque vous m'y amenez, c'est le problème africain, c'est-à-dire la difficulté africaine de se rebeller, de se prendre en charge pour développer l'Afrique.